Bonsoir, il est 18 h si vous nous suivez en direct sur TV Fil 78, l'heure du 7-8, l'actu, le journal de la rédaction. Voici les principaux titres de ce mercredi. Verdict pour la femme au niqab poursuivie pour outrage lors d'un contrôle de police mouvementé à Trappes en juillet dernier. Cassandra Belin écope de sursis et de 150 € d'amende. Elle n'était pas présente ce matin au tribunal de Versailles. L'UDI Véronique Cotemiard brigue un nouveau mandat, elle l'annonce officiellement ce soir. Nous revenons aussi avec elle sur cette intercommunalité avec Plaisir et Villepreux qu'elle rejette. Et puis coup d'envoi des soldes d'hiver, 5 semaines de bonnes affaires et selon les derniers sondages, 81% des Français ont l'intention d'en profiter. L'image du jour, c'est donc ces clients les bras chargés de sacs dans les centres commerciaux. Les soldes débutent et en période de crise, les bonnes affaires sont les bienvenues pour les commerçants. Le moment aussi est crucial. Les soldes ont perdu de leur attrait en raison des promotions à l'année sur les sites internet notamment. Résultat, de nombreux moins 50% s'affichent dès la première des marques. L'essentiel du chiffre d'affaires se jouera d'ici à dimanche. Nous reviendrons un peu plus tard dans ce journal sur ce premier jour de solde. Pour l'instant, direction Versailles et son tribunal. La femme au niqab poursuivie pour outrage lors d'un contrôle de police mouvementé à Trappes en juillet dernier a été condamnée ce matin à 1 mois de prison avec sursis et 150 € d'amende. On retiendra également que le tribunal a jugé irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité posée sur l'interdiction du voile intégral par les avocats de Cassandra Belin, Anthony Reich et Jonathan Villeman pour les précisions. Malgré son absence au tribunal correctionnel de Versailles, Cassandra Belin, jeune femme voilée de Trappes, a été condamnée à 1 mois de prison avec sursis et à 150 € d'amende pour avoir refusé un contrôle d'identité en juillet dernier. C'est plus qu'un rappel à la loi, c'est un rappel aux principes fondamentaux qui fondent la façon dont les citoyens doivent vivre ensemble dans ce pays, c'est-à-dire dans le cadre de la liberté de conscience, évidemment, mais en respectant avant tout les règles citoyennes qui fondent les valeurs communes de la République française. Et les dérogations qui sont demandées à ces règles au nom de prétendus principes religieux, eh bien, doivent être fermement, dans le respect des textes naturellement, mais fermement rejetés, et c'est ce qui s'est passé ce matin. Quand on agresse un policier, le soir on doit dormir à la prison. Voilà, c'est une image pour nous qui est extrêmement importante. Ce n'est pas de la surenchère, c'est simplement que la police nationale ou la gendarmerie nationale sont considérés comme les derniers remparts de la République, et à ce titre, ils sont intouchables. Une absence d'ailleurs déplorée par la présidente du tribunal qui a regretté qu'un débat ne se soit pas engagé et qui voulait proposer à la Saint-Quentinoise un stage de citoyenneté. Le tribunal a également jugé irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité sur l'interdiction du voile, soulevée par l'avocat de la jeune femme de 20 ans, convertie à l'islam. Dans l'absolu, ce n'est pas une décision sévère, mais vous savez que je faisais de cette affaire une affaire de principe, notamment concernant la loi de 2011 sur l'interdiction du port du voile. Donc ça mérite réflexion et ça mérite de savoir si nous allons poursuivre le combat judiciaire ou pas. Le mari de Cassandra Belin, qui avait étranglé un policier le jour des faits, a lui écopé de 3 mois de prison avec sursis en novembre dernier. En juillet 2013, ce contrôle avait entraîné de violents affrontements entre forces de l'ordre et jeunes dans la ville saint-quentinoise. L'invité de cette édition, je vous le disais en titre, Véronique Cotemiard. Bonsoir. Bonsoir. Maire UDI des Clés-sous-Bois, ce n'est un secret pour personne, mais vous ne l'avez pas encore annoncé. Est-ce que vous serez officiellement candidate en mars prochain? Tout à fait, vous êtes les premiers à qui je fais donc cette annonce. Donc je repars pour un mandat de 6 ans, après avoir à la fois mûrement réfléchi, parce que c'est un engagement, et qui aussi n'est pas sans conséquence sur la vie personnelle et familiale, donc il fallait qu'elle soit acceptée, et parce que j'ai été aussi largement encouragée par des citoyens qui souhaitent me soutenir, voire s'investir, donc avec une équipe qui sera renouvelée à 50%. Véronique Cotemiard, candidate donc soutenue par l'UMP également. Dernier scrutin en 2008, vous l'aviez emporté au second tour, 51,5% des voix devant le socialiste Jean-Michel Gourdon, qui se présente d'ailleurs une nouvelle fois. Quel est votre état d'esprit en ce début de campagne? Vous êtes plutôt sereine? Déterminée et serein, et très contente de partir. En 2008, il y avait 5 listes aux élections municipales. Oui. On semble s'acheminer vers à peu près le même schéma. Est-ce que ça vous inquiète? C'est un atout? Non. Enfin, ça ne m'inquiète pas. Nous continuons ce que nous avons commencé de faire. Et après, pour le moment, il n'y a qu'une liste officiellement qui s'est annoncée, qui est celle conduite par Jean-Michel Gourdon. Officiellement, effectivement, on verra dans les prochaines semaines si les autres rumeurs se confirment. Si on regarde tout de même en 2012, ce n'est pas le scrutin municipal, mais le scrutin pour les législatives. La liste socialiste, c'est presque 59% au
second tour dans votre commune, pas au niveau de la circonscription, puisque c'était 38% pour les socialistes, mais 59%, la gauche l'emporte dans votre commune en 2012. Vous pensez que ça va se retrouver encore sur le prochain scrutin? Ce sera plus difficile de faire campagne encore? Les élections municipales sont tout à fait différentes. Ce sont des élections locales et nous avons toujours conduit une liste qui regrouperait différentes sensibilités politiques. Donc ce qui est du national est une chose, le local est différent. Je pense que le fait d'avoir de l'expérience... Vous étiez suppléante, vous êtes d'ailleurs suppléante d'Henri Guénaud sur les législatives, donc vous étiez quelque part candidate aussi. Tout à fait. Mais je vous dis, c'est d'une chose, donc le local, et nous avons donc, je pense qu'on peut le dire, on a la fierté partagée d'un bilan de mandat qui est... sur lequel beaucoup de choses ont été réalisées sur la ville. La ville est très dynamique. Pour ceux qui ne connaissent pas la ville, on va juste repréciser que votre première victoire, c'était en 2001. La ville était alors détenue par les communistes. Le plus difficile, c'est quoi? C'est de faire basculer une ville ou de la conserver ensuite? La conserver. C'est le plus dur? C'est le plus difficile, c'est de la conserver. Après, là, nous avons l'avantage d'avoir l'expérience dans un contexte où, effectivement, le contexte national est plein d'incertitudes et sur lequel on a peu de lisibilité. Donc, je pense que c'est également un atout. Avec un candidat sortant, on sait la politique qui a été menée et celle qui pourrait être reconduite. Le bilan que vous mettez en avant, c'est quoi? C'est ce développement économique notamment. Il y a eu l'ouverture juste avant les fêtes de fin d'année du centre commercial One Nation Paris notamment. Les Clés-sous-Bois aujourd'hui, c'est ça? C'est un immense centre commercial avec beaucoup de passages? Pas seulement, parce que depuis 10 ans, nous avons créé à peu près 3000 emplois. Donc je pense qu'on est dans vraiment les communes du département les plus dynamiques en matière de création d'emplois. Nous avons su garder et préserver la société Bulle, qui n'est pas un centre commercial et qui est un data center de taille européenne. Je pense qu'il faut le dire. Il y a d'autres sociétés importantes sur la ville des Clays. Il n'y a pas que des centres commerciaux. Il est évident qu'on a eu beaucoup de chance. On a eu Alpha Park 1, Alpha Park 2, avec, je le rappelle, le plus grand mur végétal du monde. C'est quand même une fierté pour la ville. Et One Nation qui vient d'ouvrir, qui n'est pas terminé, puisqu'il sera terminé que fin 2014. Donc ça fait beaucoup de centres commerciaux et ça fait aussi beaucoup de transport dans la ville. Est-ce qu'il y aura aussi des améliorations? Est-ce que ça fera partie de votre campagne? Alors, il y a deux questions. Pourquoi des centres commerciaux? Parce que malheureusement, la ville est mal desservie par les transports en commun. On a une ligne de train, mais elle est mal desservie. Donc, n'est peut-être pas appropriée à accueillir des bureaux. Et les bureaux vont plutôt se regroupent plutôt au niveau de la défense que dans la périphérie. Sur le plan financier, le développement de centres commerciaux est attractif puisque vous savez que maintenant, la taxe sur les bureaux ne va plus aux villes, mais que nous gardons au moins les taxes foncières et la taxe sur la valeur commerciale va directement aux villes. Donc, il faut dire que le One Nation, c'est aussi, et c'est pas négligeable, des recettes pour la ville qui pourraient être estimées à la hauteur d'1 million d'euros, dont les Cléssiens apprécient. Tout de même sur l'inconvénient, c'est le transport. Parce que qu'est-ce qu'on fait pour le transport? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Les transports, il y a des infrastructures routières qui ont été mises en place. Il y a des travaux qui vont avoir lieu sur la commune voisine également sur Plaisir. Nous avons la déviation qui a été réalisée. Et pour précisément One Nation, il y aura des navettes gratuites qui feront la gare au moins le week-end, voire la semaine, la gare, le centre commercial. Navette gratuite et également le week-end et déjà à partir de samedi, il y a une navette qui va partir de l'Étoile pour emmener les touristes sur One Nation avec des bus. Et le système sera pérennisé début mars. Donc là, on était sur la question de l'économie, de ce développement des centres commerciaux, sur la question des transports également. Vous nous avez dit tout à l'heure avoir longtemps réfléchi avant de vous présenter pour cette nouvelle candidature. Quelles sont vos priorités sur le prochain mandat si Alors, vous êtes réélu? Écoutez, justement, c'est de continuer ce dynamisme en matière d'emploi, puisque nous avons un autre projet depuis quelques années dans les tiroirs et dans les services de l'État qui pourrait aboutir à la création de 2000 emplois, avec une promesse de vente qui est signée sur le secteur qui est dans le sud de la commune de Pisalou. Un nouveau centre commercial? Pas seulement, non, une autre conception, mais bon, pour le moment, je ne peux pas trop en parler, mais qui pourrait être en complémentarité avec ce qui se fait sur Saint-Quentin. Pas uniquement des commerces, des bureaux également? Peut-être de l'hôtellerie aussi, un grand hôtel, voilà, il y a différents, voilà. Mais on reste toujours, vous savez, pour qu'un projet aboutisse, il faut rester toujours très, très prudent, surtout quand on en est qu'à l'élaboration du projet, si on veut voir sa réalisation. On aura l'occasion, bien évidemment, de développer tous ces axes, vos axes de campagne au cours des prochaines émissions, notamment municipales 2014. Vous le savez, à partir du mois de février, des débats seront organisés sur l'antenne de TV Fil. Nous nous attarderons sur la question des Clés-sous-Bois, bien évidemment. Vous restez en plateau encore avec nous, nous allons revenir après
présent sur un dossier qui vous occupe beaucoup, c'est celui de l'intercommunalité. Depuis le 1er janvier, les communes ont l'obligation de se regrouper afin de mutualiser leurs moyens. Les préfets ont tranché à travers la France et dans le département des Yvelines, il a été décidé que les Claix seraient regroupés à Plaisir et à Villepreux. Seulement, vous ne voulez pas de ce mariage forcé, mais qu'en pensent les habitants des Claix? Micro-trottoir signé Élodie Moine. Si ça augmente les frais, non. Maintenant, si ça peut diminuer les frais et améliorer le transport et tout, oui, mais voilà, c'est une question de frais. Oui. Alors pourquoi? Parce que dans toute commune, maintenant, on voit ça se fait ça partout. En Bretagne, je suis en Bretagne, les communes sont mises aussi, et ça se passe très bien, je trouve. Pourquoi pas? Bon, j'ai entendu qu'il y avait quelques difficultés d'accord entre les différents responsables des communes. Pourquoi pas? Comme on dit, l'union fait la force. Je pense que ça coûte de l'argent, donc si on peut rester comme on est, moi je pense que c'est très bien. Tout à fait, à la condition que ça puisse permettre de regrouper les moyens des services et des véhicules et tout ce qui y va autour, afin de diminuer l'ensemble des charges des communes. S'il n'y a pas d'augmentation d'impôts, pourquoi pas? Après, si c'est pour que les autres villes puissent profiter des nouveaux magasins que la maire a fait construire, je ne suis pas trop pour. Et justement, Véronique Cotemier, on va vous faire réagir dans un instant. Tout d'abord, Catherine Gelato, bonsoir. Vous nous avez rejoint, vous avez suivi ce dossier de l'intercommunalité et vous allez interroger dans un instant Véronique Cotemier. Mais déjà, votre réaction micro-trottoir sur la dernière déclaration peut-être. Je trouve que les citoyens sont très pertinents dans leurs réponses parce qu'ils posent vraiment les problèmes comme ils se posent. La politique des transports, vous en avez parlé et je vais répondre dessus dans quelques instants, surtout au niveau de l'intercommunalité. Et mutualiser les services et les économies, justement, on va... On a entendu pourquoi pas. Voilà. Il n'y a pas d'opposition nette, on entend pourquoi pas. Non, mais il pose la question, est-ce que cela va permettre de réaliser des économies, etc. Voilà, donc je pense que les questions, effectivement, leurs interrogations sont très pertinentes. Vous n'étiez pas forcément contre, et vous êtes contre. Moi, j'ai envie de vous souhaiter d'abord une bonne année. Merci. Mais peut-être aussi, vous souhaitez peut-être une bonne année intercommunale. Merci bien. Oui, voilà. Une bonne année intercommunale aussi. Écoutez, de toute façon, nous on s'est toujours positionné pour défendre l'intérêt des habitants. Je n'ai reçu l'arrêté de périmètre, le préfet a pris sa décision que le 26 décembre ou même le 28 décembre. Donc maintenant, le périmètre, effectivement, est arrêté sur ces 3 communes. Qu'est-ce que vous reprochez globalement? Parce que ça paraît assez logique, ce rapprochement entre Plaisir et Villepreux. Vous avez déjà une piscine intercommunale. Oui, alors justement, il existe, ce bassin de vie existe avec les 3 communes, et c'est pas le fait d'être avec Villepreux et Plaisir qui pose ce problème. Le problème, il a été évoqué, c'est la taille du périmètre déjà. La taille du périmètre n'est pas suffisamment pertinente pour réaliser des économies d'échelle. Elle va apporter des dépenses supplémentaires, elle apporte une fiscalité additionnelle, puisque vous savez que quand on rentre en intercommunalité, et ça je pense qu'il va falloir qu'on fasse beaucoup de pédagogie par rapport même aux habitants, la ville va déléguer des compétences à l'intercommunalité, qui est un supra-conseil municipal de 3 communes, qui va décider donc de ces compétences pour la ville. Ce que l'on reproche, c'est d'abord la méthode, puisque les 2 villes ont délibéré. Elles pouvaient ne pas le faire. Les 2 villes ont tenu des conférences de presse. Contre le souhait des Claix. Nous, notre souhait, depuis 10 ans, il n'a pas changé, c'est de toujours intégrer une intercommunalité avec un périmètre justement suffisamment large pour pouvoir économiser. Quand vous dites que les 2 communes ont délibéré sans des économies d'échelle. Voilà. A priori, quand on les écoute, et en tout cas quand on écoute la maire de Plaisir, elle dit que vous avez été conviée à des réunions, que vous n'avez pas souhaité assister à ces réunions. Qu'est-ce que vous répondez? Elle diffuse d'ailleurs. J'ai pas envie de rentrer dans une polémique et encore moins là ce soir, parce que je pense que c'est pas le but. Simplement, ce que je peux affirmer, c'est que nous n'avons jamais été invités à des réunions de travail, que je n'ai jamais reçu aucun compte rendu, ni PV, ni quoi que ce soit. On a eu simplement des contacts téléphoniques où, quand j'ai appris qu'ils allaient délibérer, je leur ai demandé de ne pas le faire, parce qu'on pouvait aussi à 3 demander au préfet de nous intégrer dans une intercommunalité de plus large périmètre. Et je rappelle que justement, et c'est très important, les gens ont parlé de transport. On peut regretter que ces 2 villes n'aient jamais voulu intégrer le plan local de déplacement avec la ville avec Versailles-Grand-Parc, comme les Claix en font partie. Mais si on veut, je termine sur les transports, parce que c'est un sujet important. Si justement on veut réaliser des économies de transport, il est
insensé de penser qu'à trois villes, on va pouvoir monter des lignes de bus. C'est peut-être un début. 3 villes, c'est peut-être un début pour après intégrer une plus grande interco. Ce n'est absolument pas un début qui vous fera réaliser les économies de transport. Vous savez bien que les lignes de bus, on travaille sur des lignes qui vont vers Saint-Germain, vers Saint-Quentin, vers Versailles, mais on ne va pas réaliser des lignes de bus sur 3 communes où il y a déjà 3 gares, puisque nous avons quand même 3 gares. Il y a la gare de Villepreux-les-Clays, de Plaisir-les-Clays. Pour vous, cette intercommunalité, de elle n'a pas de sens à 3. Vous nous dites, j'ai jamais été invité à des réunions. Non seulement elle n'a pas de sens, mais elle n'est pas sans conséquence. Elle n'est pas sans conséquence sur la fiscalité des Clésiens, parce qu'il y aura une fiscalité additionnelle, on ajoute une couche au millefeuille, on crée un supra-conseil municipal, donc il va prendre des décisions. Elle n'est pas sans conséquence sur l'autonomie, la libre administration des communes, puisque nous sommes 3 et que nous sommes dans la situation, nous sommes minoritaires. Donc, quelles que soient les décisions que nous pourrions être amenés à prendre, on peut nous les obliger. Là, l'intercommunalité existe et que vous allez la subir, parce que malgré tout, il y a des décisions qui vont se prendre à partir du 1er janvier, donc ça a déjà commencé, et vous n'y siégez pas d'ailleurs dans cette intercommunalité. Alors, vous n'avez pas désigné de délégué. Pour le moment, comme je vous le disais, les documents sont arrivés donc fin décembre. Au dernier conseil municipal des Clés-sous-Bois, vous avez voté contre les statuts. Tout à fait. Statuts qui ont été décidés sans vous. Le nom de la communauté d'agglomération a été décidé sans vous. Est-ce que c'est pas un peu frustrant de faire partie d'une intercommunalité, parce que vous n'avez de toute façon pas le choix. Mais jusqu'à présent, tout est décidé sans moi, puisque j'ai même des convocations. On me dit, vous avez été convoqué, je n'ai même pas été convoqué, je n'ai même pas de PV. Justement, donc tout est décidé. La mairie de Plaisir nous a fait parvenir un courrier qui datait du 9 octobre. Vous étiez officiellement, on le voit, vous étiez officiellement invité. Vous nous dites, vous n'avez jamais été convoqué à aucune réunion de travail. Vous n'avez pas reçu ce courrier que la mairie de Plaisir dit vous avoir envoyé, qui nous ont communiqué. Comment dire, procès, ni même coup de téléphone, ni même appel téléphonique, ni quoi que ce soit. Ça vous frustre pas quand même, quelque part, et quelles peuvent être les conséquences pour les habitants des Clés, par exemple, si demain, en gros, quand j'ai appelé la mairie de Plaisir, on m'a dit entre le 20 janvier et le 31 janvier, il y aura la première réunion du conseil communautaire. Écoutez, à laquelle vous serez conviés. On attend déjà de recevoir la convocation. À laquelle vous serez conviés, la date n'est pas encore fixée. Mais vous irez, si j'ai la convocation avec l'ordre du jour, je m'y rendrai, bien sûr. Mais simplement, vous n'avez pas désigné de délégué. Mais chaque chose en son temps. Voilà, chaque chose en son temps. Est-ce que c'est pas pour les habitants des Clés écoutez, je ne sais pas, mais nous, on a, vous savez, si la ville s'est développée comme elle s'est développée, qu'on a sorti les projets qu'on a pu avoir sur la commune, c'est parce qu'on a toujours fait preuve d'une grande détermination et d'un certain. Après, il faut être cohérent dans ses actions. Cette intercommunalité, elle est extrêmement défavorable aux Clésiens. Et elle va être pénalisante pour eux. Donc je me dois aussi de ne pas accepter l'inacceptable. Voilà. La ville voulait aussi saisir un cabinet juridique pour attaquer le périmètre. Nous avons saisi un cabinet juridique. Quel résultat ? Vous savez que lorsqu'on saisit un cabinet juridique, on le laisse. C'est à lui de communiquer. Donc en attendant d'avoir un avis. Quelle est votre position ? Écoutez, de toute façon, notre position... Si la porte est ouverte, oui, de toute façon, cette position va être très... C'est pour ça que la situation est assez ubuesque, parce qu'on est à 3 mois des élections. On va nommer déjà des personnes qui ne seront pas forcément les mêmes autour de la table, parce qu'on ne sait pas qui sera autour de la table après les élections municipales. Donc on va installer des personnes et financièrement donner des délégations, etc. Et peut-être faire des transferts de personnel pour peut-être 2 mois et demain, ça sera autrement. Et puis, comme je le rappelle, les intercommunalités, et c'est le souhait quand même c'est le souhait du gouvernement actuel, c'est la pertinence des territoires. La loi est passée avec des seuils pour la Grande Couronne de 200 000 habitants. Oui, tout à fait. Parce que justement, pour monter des projets qui puissent éventuellement réaliser des économies ou travailler sur des modes comme les transports, il faut être sur un grand périmètre. Ça peut encore évoluer après les municipales. Et de toute façon, il y a d'autres intercommunalités qui sont aussi dans le même cas. Ça peut évoluer après les municipales, mais je vous rappelle que le préfet de région, dans la loi actuelle, demande que l'arrêté des périmètres soit fait d'ici le mois de septembre 2014. Donc, de toute façon, l'intercommunalité telle qu'elle est actuellement ne sera que très très provisoire, et il faudra tout recommencer dans quelques mois. Et ça veut dire que vous iriez vers juste une dernière question, vous iriez vers quelle intercommunalité ? Au départ, vous vouliez Versailles Grand Parc, la porte s'est fermée. Vous aviez souhaité 50 ans en Yvelines, on a bien senti que la porte se fermait aussi. Pourtant, nous sommes une ville attractive, et il y a d'autres portes qui semblent s'ouvrir, parce que nous avons été Mais après, j'allais dire, peu importe. Nous, plutôt, il y a une logique avec Saint-Quentin, surtout avec le projet dont je vous ai parlé,
qui sera du côté d'Elancourt. Après, s'il faut aller avec quelqu'un d'autre, et bien sûr avec nos deux collègues de Plaisir et de Villepreux, ça ne posera aucun problème. On verra après les élections Donc, municipales comment le dossier évoluera. Merci Catherine. Il faut poursuivre ce journal. Merci Catherine. Merci Véronique Coté-Millard d'être venue nous expliquer votre point de vue sur cette intercommunalité. Je rappelle aussi que vous êtes, à partir de ce soir, officiellement candidate au scrutin de mars. Vous l'avez annoncé au début de ce journal. Nous poursuivons avec un autre sujet polémique et politique également. Le nouveau découpage électoral en vue des prochaines élections cantonales. Ce matin, il y a eu une séance exceptionnelle du Conseil général. La majorité de droite a tenu à marquer son mécontentement. Le département pourrait passer en 2015 de 39 à 21 cantons pour tenir compte des évolutions démographiques. Par exemple, certains cantons comptent 15 000 habitants et d'autres 60 000, comme celui de Montigny-le-Bretonneux. Autre nouveauté, 2 conseillers généraux siégeront par canton au lieu de 1 actuellement, avec obligation de parité hommes-femmes. Aujourd'hui, le Conseil général des Yvelines comprend 5 femmes pour 34 hommes. Un projet qui n'est pas du goût de l'Assemblée majoritaire. Une réunion extraordinaire du Conseil général a été convoquée pour rendre un avis. Une séance en l'absence du président Alain Schmitz, une absence remarquée mais avec un Pierre Bédier plus que jamais leader de la fronde contre un découpage qu'il juge politicien. Dans les Yvelines, ils ne sont pas embêtés, ils n'ont pas cherché à voir si c'était cohérent avec les intercommunalités, cohérent avec les territoires d'action sociale du département. Ils ont pris très exactement le résultat du premier tour des élections régionales de 2010 et partout où le Parti socialiste est arrivé en tête, ils ont fait des cantons. Voilà. Donc c'est un charcutage. Il n'y a pas de charcutage. Il n'y a pas de découpage. Il y a tout simplement eu l'application de la loi sur la parité d'abord. C'est quand même étonnant que le président du Conseil général ne soit pas là pour présider cette séance dite extraordinaire, encore une fois, qui nous paraît tout à fait une mascarade, tout simplement pour remettre en piste certaines personnes. Les conseillers généraux de gauche ont quitté la séance dès le début sans prendre part au débat, évoquant une mascarade politique. Seul élu de l'opposition resté sur les bancs du Conseil général, Janine Marie, l'élu socialiste du canton de Trappes, estime que les discussions sont nécessaires. Je défends le projet de découpage sur des principes de base et non sur des arrière-pensées politiques. Nous avons encore quelques mois devant nous avant de lancer au moins jusqu'à fin juin pour travailler ensemble et avoir quelque chose qui respecte ce qui est dans ce département. Au final, les élus présents ont décidé d'émettre à l'unanimité un avis défavorable au projet de décret du gouvernement et le Conseil général va proposer un autre découpage. Un exemple, Trappes. Aujourd'hui, ville-canton. En 2015, elle pourrait se voir associée, selon le gouvernement, aux villes de Maurepas, Elancourt-La-Verrière. Dans le projet du Conseil général, La Verrière, ville communiste, basculerait dans un canton de Voisins-le-Bretonneux, plutôt à droite. Un débat que l'on aura compris symbolique et très politique. L'actualité qui intéresse le plus, forcément, tout à chacun, ce sont ces premiers jours de soldes qui ont débuté. Nous sommes rendus à l'ouverture d'un supermarché à Maurepas. Les clients ont bien entendu répondu présent. L'enseigne s'attend malgré tout à une baisse de la fréquentation cette année. Claire Cambier, Elodie Moine était à l'ouverture du rideau. Dans ce supermarché, les salariés ont passé une partie de la nuit à étiqueter et à placer les produits. À quelques minutes de l'ouverture, on finalise les rayonnages. Tout doit être prêt pour l'arrivée des clients. 8h30, le rideau se lève, derrière une centaine de personnes bien décidées à profiter des soldes. Premier arrivé, premier servi. Les meilleures affaires, c'est les premiers jours, c'est parmi les premières heures même. Le magasin propose des réductions allant jusqu'à moins 70%, de quoi faire des affaires. Et là, à chacun sa technique, il y a ceux qui fouillent et ceux qui ont bien préparé leurs achats. J'ai fait mon repérage et j'espère que je vais trouver mon bonheur. Dans tous les cas, les caddies se remplissent vite, même si cette année, l'enseigne prévoit une baisse de la fréquentation. C'est vrai que l'élasticité est moins importante quand même que ce qu'on pouvait connaître il y a quelques années, parce que il y a beaucoup de promotions et d'opérations tout au long de l'année, donc c'est vrai que ça dilue quand même un petit peu l'impact des soldes. Malgré tout, il reste quand même un delta qui est non négligeable.
Les magasins de vêtements, plus particulièrement, ont lancé des ventes privées, des soldes avant les soldes. C'est tout de même dans le textile que ce supermarché compte faire son plus gros chiffre d'affaires. En règle générale, les ventes du rayon vêtements atteignent 100 000 € le premier jour et en 5 semaines de soldes, de 10 à 12% du chiffre d'affaires annuel. Malgré la baisse du pouvoir d'achat, 62% des Français devraient dépenser plus de 100 € pour les soldes, une donnée confirmée par les clients de ce magasin. Si j'arrive à tout trouver, aux alentours de 500-600 €. 300 €. Il reste jusqu'au 11 février pour profiter des soldes. Dans ce magasin, si les collections passées ne sont pas écoulées d'ici là, une partie du stock sera donnée à des associations. Après les excès des fêtes, il faut maintenant se reprendre à un peu de sport après des heures passées à table. Quels conseils pour retrouver la forme? Yolène Torres est allée poser la question à une diététicienne yvelinoise. Avant tout, ne pas faire un régime restrictif. C'est important de manger équilibré et surtout d'apporter à son corps ce dont il a besoin pour se reconstruire et puis pour l'aider à déstocker durablement. Donc c'est la modération, revoir les quantités d'aliments qu'il consomme, donc manger lentement, bien mastiquer et puis travailler sur la qualité aussi de l'alimentation pour que les apports caloriques ne soient pas aussi importants. Donc choisir des aliments plus intéressants nutritionnellement et moins caloriques. Voilà. Et puis de prendre plaisir à manger, de manger lentement, de mastiquer et puis de faire un peu d'activité en parallèle pour les aider à déstocker plus rapidement. Fin du journal pour ce mercredi 8 janvier. N'oubliez pas ce soir que vous avez rendez-vous avec Aurélia Debussy pour une nouvelle édition de Kiosque, le magazine culturel de la rédaction. Je vous retrouve demain à 18 h en direct, nouvelle édition du 7-8, l'actu. Excellente soirée.